Je suis avec Paul-Olivier Gibert. Bonjour Paul-Olivier. Tout le monde te connaît comme ayant été délégué général de la FCDP, dont tu es toujours administrateur d'ailleurs, je C'est pense. ça, toujours administrateur. Voilà. Et maintenant tu officies aussi comme consultant en POG Consulting. Et nous allons parler aujourd'hui des conséquences de l'attaque à NTS qui a été récente. Bon, il y en a eu d'autres dans les cercles de l'État. Je pense que la discussion d'ailleurs s'élargira assez rapidement. Et ce qui m'a interpellé, c'est un communiqué de presse que tu as fait parvenir, où tu indiquais que tu mettais le doigt sur les failles des systèmes publics, hein, où on altère, je cite, progressivement la présomption de sécurité attachée à l'état numérique. Alors là, on n'est plus dans une anomalie isolée, hein, c'est véritablement un problème systémique là, auquel on est confronté. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est la faille de la NTS est une faille qui s'explique par des raisons techniques. On reviendra dessus si tu le souhaites. Mais ce qui est embêtant et ce qui est problématique, c'est cette récurrence. Et ça, le Premier ministre Sébastien Lecornu l'a très bien expliqué. Les fonctions numériques des ministères ont été délaissées budgétairement en accumulant une dette technique importante. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sébastien Lecornu. Et ce que l'on a pu voir sur le ministère de l'Intérieur avec la NTS et d'autres ministères, d'autres autorités publiques dans les 2 dernières années vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a eu un sous-investissement et une négligence, c'est le terme qu'il faut employer, vis-à-vis de ces aspects de sécurité et qui sont dangereuses pour la démocratie et pour l'État en tant qu'acteur de la vie sociale, parce que si elles ne sont pas corrigées, s'il n'y a pas une action complémentaire, elles vont finir par mettre en cause, euh, par mettre en cause la confiance que le citoyen doit avoir dans l'État. Et là, il y a un thème qui a été longtemps analysé, qui est connu, qu'on appelle le consentement à l'impôt. C'est le fait que les citoyens acceptent, plus ou moins spontanément, le fait de payer des impôts. Et là, on peut se demander si, avec la numérisation de la société, on n'a pas l'apparition d'une demande qui serait un petit peu l'équivalente, mais de réassurance numérique de la part de l'État. Et le diagnostic de Sébastien Lecornu est le bon, à mon avis. Il y a eu un défaut d'investissement sur ces domaines-là. Et c'est également, ce qui est amusant, a été relevé par la Cour des comptes concernant le ministère de l'Intérieur, auquel la Cour a signalé qu'il avait régulièrement négligé ses investissements numériques et de ce point de vue-là, nous pose un vrai problème. Donc en fait, quelque part, il faut que l'État puisse obtenir le consentement à l'impôt des citoyens, mais également qu'il puisse rétablir ou maintenir plutôt que rétablir, parce qu'il y a encore quand même de bonnes choses, de bons éléments, maintenir, développer ou reconstruire une confiance numérique de la part des citoyens. Alors, j'entends le problème de ressources qui revient d'ailleurs régulièrement dans tous les services de l'État. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de compétence? En tout cas, elle a été clairement indiquée par Guillaume Poupard, l'ancien délégué général de l'ANSSI, euh, qui est dans une interview récente là, sur France Culture avec Guillaume Erner. Et il mettait clairement le doigt sur des problèmes de compétences dans ce domaine. Et alors, j'ai cru comprendre aussi que le gouvernement avait décidé d'ailleurs de réformer les institutions en fusionnant divers corps et notamment en faisant disparaître la DINUM. Donc, est-ce que c'est pas en quelque sorte essayer de changer le nom pour faire oublier le problème? Bah, c'est toute la question, c'est-à-dire que le diagnostic tel qu'il a été posé par le Premier ministre est le bon. Il faut savoir dans quelle mesure les dispositions, les mesures qui ont été annoncées seront concrètes et permettront d'aboutir sur quelque chose. Mais on a aussi un autre problème, c'est un problème culturel. C'est-à-dire que on n'a jamais vu un DSI devenir directeur d'une administration centrale.
On a vu des directeurs d'administration centrale devenir ministres. C'est ce qui est arrivé notamment à l'Éducation nationale. Dans les entreprises, dans les autres organisations, la compréhension des enjeux liés à l'activité technique du métier est est prégnante, ce qui n'est pas le cas pour les organismes d'État et dans le domaine de la sphère étatique. Ouais. Donc là, je pense qu'on a une culture qui est tout à fait à faire évoluer, et que on s'est posé il y a très longtemps la question du consentement à l'impôt. C'est posé au cours du 19e siècle la question des activités économiques de l'État. C'est à cette époque que sont apparus ce qu'on appelle les établissements publics industriels et commerciaux, pour ceux qui ont fait du droit administratif. Et là, on peut se demander si dans la gestion de l'action publique, il n'y a pas une carence concernant la responsabilité numérique des organismes publics et de l'État en particulier. Ouais. C'est pas très rassurant à une période où on rebat les oreilles, avec la fameuse souveraineté. On reviendra sur cette histoire de compétences, mais revenons d'abord sur les faits, parce que quand même, là cette fois-ci, c'est un peu gros, quoi. Un adolescent de 15 ans, du pseudonyme de Breached, alors Breached avec un 3, comme aiment bien les hackers, a trouvé une faille dite IDOR, 11,7 millions de comptes exposés. Pour quelqu'un qui ne vit pas dans la cybersécurité, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce pire ou est-ce que c'est moins grave qu'il n'y paraît? Non, quand on lit toutes les analyses et je n'ai pas eu un accès particulier au dossier, donc je suis comme tout citoyen qui lit la presse et qui se documente. Ce qui semble être manifestement le cas, c'est un problème de négligence. C'est-à-dire que des dispositions qui auraient dû être standards n'ont pas été prises. Et en fait, il a été exploité une faille qui est assez simple. Tu imagines un système de consigne automatique où on te demande de taper le numéro du bac dans lequel tu as laissé des affaires. Et c'est programmé de telle manière que si tu tapes, tu rentres et tu peux taper tous les numéros. Donc tu les fais de manière séquentielle et tu arrives à 1,7 million. Donc si tu le fais dans un vestiaire de piscine, tu peux récupérer les affaires de 3, 4, 5, 6 personnes simplement parce que tu modifies le code. Donc ça apparaît quand même quelque chose d'assez basique. Ce qui est rassurant, c'est que les données qui auraient pu être très critiques, telles que celles qui sont liées aux documents d'identité, n'ont pas été victimes de cette faille. Mais on a d'autres failles d'État où tu as des numéros de compte bancaire qui ont été hackés. Donc, je pense qu'il y a une montée en prise de conscience du fait que pour l'État, dans une société qui est très numérisée, le fait qu'il soit exemplaire en matière de protection des données doit être tout à fait mis en avant. Il doit sans doute potentiellement devenir un sujet politique. Alors c'est cette faille Insecure Direct Object Reference, c'est le fait de pouvoir changer le numéro d'une requête et finalement de le faire en force brute, quand même. En force brute. Voilà. Et Guillaume Poupard lui-même l'a qualifié d'agaçante là dans cette fameuse interview de France Culture du 28 avril qu'on peut retrouver sur leur site. Alors pour lui, ça fait partie des premières vérifications lors d'un audit de sécurité. Alors ça en dit quand même long sur l'état de la gestion du site. On imagine la deuxième, la troisième et la quatrième. Oui, enfin, de toute façon, je suis pas là pour faire le procès de la NTS, mais le fait est, c'est que ça fait désordre. En sens inverse, tu as c'est une gendarmerie qui ferme pas la porte à clé. Donc on rentre, on lui pique des choses, quoi. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement, c'était un peu le sens de l'intervention de Poupard que j'ai écouté avec intérêt. C'est en gros, il insistait sur le fait que il y avait des grosses failles de négligence, mais à la fin, qu'il fallait pas mettre le doigt sur les
les erreurs qui ont été commises de façon à pas être trop méchant. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un défaut là? J'entends que c'est pas bien d'être désagréable avec le personnel, mais quand même, quand il y a des négligences et qu'il y a des fautes graves dans une entreprise, on est licencié pour ça. Oui, Alors, pourquoi on peut laisser continuer à proliférer des choses aussi il basiques? faut pas laisser proliférer les choses de cette façon. Ce qui a été dit par un RSSI qui a été interviewé, qui a dit: «Je suis RSSI d'une société qui développe des applications. Si l'un de nos développeurs livrait en production une API exposée à une faille IDOR sur des données personnelles, il perdrait son poste dans la journée et moi presque dans la même semaine». Mmh. Donc ça, c'est une position qui est un petit peu extrême. Ensuite, je pense que le vrai problème, c'est que quelque chose aussi sensible que la NTS, qui d'un autre côté, a beaucoup travaillé pour que les démarches pour modifier ces papiers soient beaucoup plus fluides, beaucoup plus agréables à pratiquer. Je suis en train de renouveler mon passeport et l'expérience en tant qu'utilisateur est plutôt bonne. Donc il ne s'agit pas forcément de rechercher des responsabilités Mmh. individuelles ou institutionnelles. Le problème, c'est que très vraisemblablement, enfin, pas très vraisemblablement, c'est mon opinion, il faudra la discuter, l'État n'a pas pris la mesure Ouais. des attentes des citoyens vis-à-vis de sa sécurité, de ses engagements en matière de sécurité. Et effectivement, ça a aussi un autre problème, c'est que ça peut donner l'impression d'être faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, et qu'effectivement, là, il y a un problème de Ouais. crédibilité de la parole publique dans ce domaine-là, et que c'est effectivement une des difficultés que peut rencontrer l'ANSSI. Bon, OK, si je comprends bien, du côté du privé, on est peut-être un peu extrémiste en virant les gens tout de suite, ce qui est peut-être un peu exagéré aussi. Mais de côté du public, bon, finalement, c'est l'État, c'est-à-dire, en fait, on sait pas qui a été, qui est responsable. Mais, Non, 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 je pense qu'il y a 2 choses qui sont différentes. C'est que, il y a un aspect un petit peu de gestion des ressources humaines. mmh, Dans une administration, dans l'État, c'est une gestion statutaire, pas une gestion contractuelle. Et les possibilités de licencier un salarié pour faute sont plus oui, ouvertes dans le oui, droit c'est du travail classique que dans le droit de la fonction publique. Mais ouais, ce sont des choses qui existent. Mais Mmh. a priori, la faille était connue par la NTS depuis très longtemps. oui, Ils ont rien fait. C'est pas sans rappeler un petit peu ce qui s'est passé pour le Louvre. oui. Bah, donc, qu'on le veuille ou non, après les auditeurs jugeront, mais enfin, il y a quand même une grosse faille de négligence, d'autant plus que des alertes auraient circulé sur le dark web dès septembre 2025, quoi. C'est quand même 7 mois avant, l'arrestation, donc c'est quand même, si l'État, alors l'État, je sais pas trop qui c'est, avait bien été prévenu, je suppose que Oui. l'État, c'est ses représentants. Il y a quand même quelque part, une question, qui se pose, même si, je n'appelle pas au licenciement aveugle, hein, bien entendu, mais, il y a quand même une question de responsabilité, des représentants de l'État qui se pose, quand même. Il y a une question de responsabilité globale de l'État et également de responsabilité Mmh. individuelle des agents publics. Mais Ouais, là, ça demande des transformations extrêmement profondes ouais. qui sont peut-être nécessaires et légitimes, mais c'est quelque chose qui ne se Mmh. fera pas tout de suite et qui demande de revoir les modes de fonctionnement de l'État. Alors, il y a une véritable série noire, hein, tu l'as signalé tout à l'heure. Il y a eu la fameuse fuite, Ficoba aussi en janvier 2026. Décidément, 2026, c'est une bonne année. 1,2 million de comptes bancaires. Bon, alors, c'est peut-être pas suffisant pour faire des virements SEPA, mais enfin, c'est suffisant pour faire des usurpations d'identité, aussi faire des fraudes aux conseillers financiers? C'est suffisant des fraudes, pour faire des fraudes ou de faire des tentatives de fraude qui Mmh sont mh. extrêmement gênantes. Moi, j'ai été victime, pas de la part de l'État, mais de la part d'un opérateur télécom dont j'ai oublié le nom,
d'une fuite sur lequel on a récupéré mon numéro de téléphone, mon adresse mail et les références de mon compte bancaire. Donc j'ai eu droit j'ai droit d'ailleurs de manière très régulière à des tentatives d'escroquerie pour finalement en fait accéder à un compte, me le faire modifier pour il puisse être ensuite siphonné au profit des hackers. Donc Mmh. avec moi ça n'a pas marché, avec quelqu'un Un de peu moins moins de moins aguerri, aguerri, oui, sans doute, oui. ça a pu marcher et ça peut être extrêmement déstabilisant. Donc c'est quand même et ça, on en veut en général après à l'opérateur. Il faut pas que les autorités publiques soient dans la même situation Ouais, que l'est un État, une banque, quelque chose de concurrentiel. Parce que ouais. pour l'instant, l'État est en situation de monopole, et on n'a pas le choix, quoi. Si on Bon, veut avoir des papiers, il faut soit changer de nationalité, soit passer par la NTS. OK. Alors, on a parlé tout à l'heure justement de la reconfiguration, de la DINUM. Moi, j'ai une question aussi, en dehors de la responsabilité, on a parlé de négligence, on a parlé aussi de problèmes de compétences, enfin, c'est Poupart qui en a parlé. Est-ce qu'il n'y a pas une question derrière, à un moment, qui est où finalement le numérique devient quand même assez central, hein, dans la relation avec le citoyen, où finalement, on n'essaye pas de faire trop de choses, en soi-même, alors que finalement, on n'a peut-être pas toutes les compétences parce que ça évolue très vite et que c'est très complexe. C'est vrai que ça évolue très vite, que c'est très complexe, que de mémoire, quand je travaillais dans le secteur public, une bonne partie des fonctions informatiques étaient prises en charge non pas par des gens statutaires, donc recrutés jusqu'à la retraite, mais par des contractuels qui permettaient d'avoir un mouvement en matière de compétences. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, Heu, aujourd'hui, la République, l'État, est un des tiers auxquels on confie, des informations au même titre que le sont, par exemple, les GAFAM. Et donc de ce point de vue-là, l'État se doit d'être aussi protecteur que peuvent l'être ses autres interlocuteurs pour l'accès et la protection des données. Et Ouais. c'est là que les incidents que l'on a rencontrés, qui ne traduisent pas, loin de là, un effondrement, mais sont dangereux par leur répétition, en disant, mais finalement, l'État, c'est pas, ou la NTS, ou la DGFiP, c'est pas aussi fiable que d'autres interlocuteurs sur le web, donc c'est un problème. Et il faut pas que alors j'ai pas dit que c'était le cas aujourd'hui, j'ai dit que c'est la situation dans laquelle il faut pas qu'on se retrouve demain. D'accord. Mais c'est un peu paradoxal à un moment où, il y a, beaucoup de critiques, à juste titre d'ailleurs, vis-à-vis, notamment des géants de la tech, hein, qu'on appelle, souvent GAFAM. On se demande pourquoi d'ailleurs, en France. Mais finalement, c'est le paradoxe, quoi. On les accuse de nous piller nos données, ce qui est d'ailleurs souvent très exagéré. Puis finalement, on les confie à l'État et c'est là qu'on se les fait voler. Donc, On n'en est pas encore là. À ma connaissance, il n'y a pas eu de tentative d'escroquerie significative à partir des fuites de données d'origine publique. Mais le fait est, et là c'est un très bon point, c'est-à-dire ils ont ils ont communiqué, ils n'ont pas essayé de cacher les choses sous le tapis, comme ça peut être parfois le cas dans d'accord. le domaine public. Euh, il y a effectivement un effort de numérisation, mais il y a quand même un danger et certainement une sous-estimation de l'importance. En fait, ce qui est très vraisemblablement le cas pour les décideurs publics de haut niveau, c'est-à-dire
les dirigeants les ministres, on va peut-être mettre de côté Geffray qui a fait un passage à la CNIL remarqué, et qui donc a sans doute une sensibilité plus forte sur ces enjeux numériques. Mais la sécurité informatique, c'est un détail technique dont il ne visualise pas très bien les impacts et les conséquences. Et les choses ont beaucoup changé parce que on est de plus en plus digitalisé. Ouais. Il n'y a qu'à voir les papeteries, c'est un métier qui disparaît. Ouais, absolument. Alors, on a bien analysé la situation, chacun se fera son idée, mais comment se compare-t-on au reste du monde? Est-ce que les autres pays subissent le même genre de désagréments? Alors, j'ai pas fait de comparaison internationale par rapport aux acteurs publics. Je pense que le fait n'est pas forcément d'être bien classé ou mal classé. Le problème, c'est à terme, si ça continue sur ce trend, c'est une mise en cause de c'est une mise en cause du rôle de l'État en matière numérique. Imagine que Mmh. les problèmes que j'ai eus avec la fuite de données d'un opérateur soient venus d'une fuite de la DGFiP, des impôts. C'est-à-dire qu'ils te mettent une amende, enfin pas une amende, une sanction, une pénalité parce que tu déclares trop tard et qui en même temps n'est pas en mesure de protéger tes données. Donc, il ne s'agit pas d'en rajouter, il ne s'agit pas de faire du fonctionnaire batching ou Mmh mh. des attaques systématiques, un rejet systématique de l'État, mais il faut quand même être conscient Ouais. de cette, de cette situation et qu'au même titre que l'on doit, que l'on peut faire confiance aux acteurs publics sur un certain nombre de choses, il faut que l'on puisse leur confier nos données sans avoir d'inquiétude. Mmh. OK. Bon, je ferai une recherche, Oui. un petit peu plus approfondie, mais il y a effectivement, quelques attaques, similaires, au Foreign Office notamment, Oui, il y a eu au aussi la Royaume-Uni. Commission européenne qui a eu un petit problème de ce type-là Mmh. il y a quelque temps, Ouais, qui portait sur des mails, mais a priori des mails du style ouais. réponse automatique, qui est pas forcément si grave, mais qui faisait et le journaliste qui avait rédigé l'article que j'ai lu a dit, oui, oui, mais ils ont mis 5 jours pour s'en apercevoir alors que, les directives, pas les directives, les règlements sur les directives sur la sécurité informatique prévoient un délai de 24 heures. D'accord. Il y a toujours ce décalage entre, faites ce que je dis, pas ce que je fais, et puis l'autre Mmh. chose heu, qui est finalement, comme il y a un consentement à l'impôt, c'est le terme qui me vient, c'est il y a un consentement à la gestion des données publiques, des données Ouais, personnelles par les autorités publiques. ouais, OK. Bon, il y a d'autres exemples aussi en Suède, en Italie, mais enfin la France est quand même pas mal placée, notamment l'attaque France Travail, 2024 avec tous les inscrits sur 20 ans avec les numéros de sécurité sociale, les emails, les adresses et téléphones. Bel effort. Alors on annonce Il y a des aussi un autre point, c'est que France Travail a, de mémoire, demandé à avoir accès à des données de connexion, téléphonique pour lutter mmh contre la fraude. mh. Heu Il y a un enjeu de rehaussement du niveau de sécurité pour, pouvoir légitimement, assumer cette demande. Ouais, OK. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, Sébastien Lecornu a annoncé, 200 millions d'euros suite, au piratage. C'est quoi? C'est une rustine ou c'est, un un viatique, longue durée? Alors, j'ai pas eu de détails sur la manière dont devaient être dépensés ces 200 millions. Mais, ce que je sais, c'est que la ministre en charge du numérique a considéré que c'était pas assez. Et si on reprend simplement les propos du Premier ministre, on a des dettes techniques, c'est-à-dire des trous dans la raquette qui ont été accumulés depuis, Mmh. plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années et donc
peut-être que les 200 millions, ça peut servir pour faire un audit global, mais c'est pas une réponse globale, au même titre que l'affectation des sanctions de la CNIL à un fonds pour la sécurité informatique. Et là, très clairement, une astuce de communication, parce que les volumes ne sont pas en jeu. Il va servir à quoi ces 200 millions? À former les gens, changer la culture, comme tu l'as dit, ce qui risque de prendre Oui, un mais c'est certain pas, temps? s'il s'agit Ou... de changer une culture, c'est pas, ça se mesure pas en millions. Ça Non. coûte des millions, mais c'est pas le bon mode d'évaluation. S'il s'agit de changer la Mhm. culture, c'est un travail sur la pratique qui prend du temps, puis un travail de prise de conscience. C'est-à-dire que euh, euh, la République, quand elle traite les données de ses citoyens, est en responsabilité à leur égard. Mhm. On oppose l'argent privé à l'argent public. Il est clair que la gestion des données à caractère personnel par un acteur public doit être pris en considération Ouais. beaucoup plus que ça ne l'est actuellement. Ok. Alors, je suppose que les 200 millions vont servir aussi à payer quelques consultants compétents en cybersécurité. Mais si je reprends Alors, ce je que n'ai nous pas vu dit... passer d'appel d'offres et je ne sais pas si j'y répondrai. Mais toujours est-il que Marie-Laure Denis de la CNIL, le 18 mai 2026, l'encre est encore fraîche, estime que, je cite, 80% des violations auraient pu être évitées avec 3 mesures basiques, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle. Système robuste, donc basique, oui, enfin, il faut quand même le faire, détection d'anomalies, hygiène numérique. Alors le problème est-il vraiment budgétaire ou est-ce que Je pense c'est qu'avant plus d'être basique que budgétaire, ça? le problème est dans la prise de conscience Mhm. du fait que l'on est de plus en plus numérisé, avec des conséquences qui sont importantes sur la mesure de nos déplacements, sur la visibilité des individus, et puis sur la nécessité de pouvoir accéder, de pouvoir travailler en confiance avec des acteurs du numérique. Donc je rejoins Mhm. Marie-Laure Denis sur son estimation, en disant qu'il y a 80% qui auraient pu être évités Ouais. par des choses simples. Le problème qu'un système, alors ensuite, c'est qu'est-ce qu'un système robuste et combien ça coûte. Mais c'est ce genre de choses. Je pense que c'est pas toujours des choses aussi complexes. C'est intéressant de discuter sur le risque de l'informatique quantique qui serait, lorsqu'elle commencera à être en place, Mmh. en mesure de casser tous les chiffrements, alors que là, tous les problèmes que l'on a ne sont pas de ce type-là. Mmh C'est des mh. problèmes beaucoup plus basiques. Et je pense qu'effectivement, il faut revenir sur ce que l'on peut faire de Mmh. manière concrète. Ne pas en sous-estimer le coût, mais dépenser de l'argent s'il n'y a pas de conscience de l'importance de ces dépenses, ça servira à rien. Ouais. Donc le problème, encore une fois, est clairement posé, on verra comment les solutions sont mises en place. Alors la CNIL d'ailleurs continue de noter que le secteur public représente désormais 20 des violations de données en 2025 contre 11 en 2023. C'est logique hein, d'ailleurs, c'est là que sont les failles les plus faciles à trouver et qu'il y a de l'argent à sortir, c'est relativement puisque ces données sont revendues en général pour mener des opérations de fraude. Mais est-ce qu'on n'est pas face, si on prend un peu de recul, on a parlé, tu as évoqué tout à l'heure, cette numérisation de l'État, qui est effectivement une nette amélioration en termes de praticité, mais quelque part, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de fragiliser les choses et est-ce qu'on n'a pas mis trop de digital, d'une certaine manière? Je pense qu'on n'a pas mis trop de digital, euh, et- au moins sur l'aspect sécurité et efficacité. En revanche, on a une autre problématique qui sont les problématiques du type exclusion numérique, c'est-à-dire que tout le monde ne comprend pas bien ou tout le monde n'est pas encore apte à bien utiliser le numérique. Donc moi, je pense pas qu'on en ait trop. Je pense qu'il y a les problèmes d'exclusion et puis il y a aussi les problèmes de résilience. Mmh. Un des conseils que l'on voit apparaître de temps en temps, c'est ayez votre kit de survie prêt à la maison.
ou de manière peut-être plus pragmatique, il y ait toujours de l'argent liquide pour pouvoir payer si le système tombe, comme ce qui s'est passé en Espagne. Ok. Donc, je pense pas qu'on en ait trop fait. Je pense que le rapport coût-avantage est très positif. Simplement, il ne faut pas qu'on se mette dans une situation de faiblesse absolue, ni qu'on exclue de la vie sociale un certain nombre de personnes parce que Oui, ça passerait exclusivement par du numérique. Donc, oui. c'est les deux points auxquels je ferai attention. Ce qui est d'ailleurs pour tous ceux qui se sont occupés de leurs vieux parents est quasiment une chose récurrente, hein, puisque Ouais. les vieilles personnes ont pas tellement une question de compétence, c'est plus une question de, C'est pas une de question d'intelligence, c'est pas une question de compréhension des choses. C'est même des choses très basiques. Bah, j'ai un exemple avec ma mère là qui vient de fêter ses 95 ans, qui se porte bien, qui utilise sa plaquette, non pas sa tablette, mais à part ça, elle s'en sert très bien. L'un des problèmes qu'elle a, c'est qu'elle a une DMLA. Donc, il y oui, a des problèmes de visibilité sur bien les sûr, écrans qui sont des oui. choses Voilà. pas très simples. Ensuite, il y a des Sans problèmes parler des, de compréhension. de- Et voilà. ça, c'est des vrais sujets, quoi. Et les nombreux problèmes neurodégénératifs que Absolument. tout le monde connaît, ce qui sont dramatiques. Donc, Qui sont mon père est dramatiques, mais qui aussi ouais, sont comblés par le numérique. ouais. On m'avait parlé de personnes qui étaient aphasiques et pour lesquelles le fait de pouvoir communiquer par SMS ou par petit écrit comme ça était une libération absolue. Donc, alors je pense qu'il y a des questions d'équilibre, mais je pense que globalement, la numérisation apporte plus de bénéfices que d'inconvénients, mais il y a des angles qu'il faut regarder pour qu'il n'y ait pas d'exclusion et qu'il n'y ait pas de risque. On est bien d'accord. Alors, si on revient à l'affaire ANTS, Oui, tu écris que elle ne vient en aucun cas invalider, je cite, la feuille de route de l'ANSSI, elle en souligne au contraire l'urgence. oui. Alors, qu'est-ce qui doit changer quand même, en dehors des noms et des organisations internes? Alors, les noms, les organisations, le problème est de savoir est-ce qu'il y a une prise de conscience de deux choses. Un, du fait qu'il y a des dettes techniques dans les systèmes d'information publics. Et deux, de l'importance stratégique et même démocratique de les prendre en charge. Mmh. Et ça revient à ta question sur les 200 millions. Les 200 millions sans ces deux éléments, ça servira à rien, Mmh. si ce n'est à croître le déficit. Ouais, Et la dette. effectivement. Bien, on va arriver à la conclusion de cet entretien. La France se positionne régulièrement en championne de la souveraineté numérique européenne, en face aux méchants GAFAM, mais finalement, est-ce qu'on a les moyens de cette souveraineté numérique? Est-ce qu'on ne doit pas déjà balayer un peu devant notre porte? Alors ça, il est clair que l'affaire NTS appelle directement cette question. C'est-à-dire que on veut parler de souveraineté numérique. Et à côté de ça, on fait pas on a des négligences qui sont quand même assez agaçantes, comme l'a dit Guillaume Poupard. Donc ça détruit ou ça nuit à la crédibilité des propos qui sont tenus. Sur le fond, il faut travailler à la souveraineté. Euh, on, 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 on doit gérer une situation où on a une dépendance forte à deux acteurs, mais ça ne nous empêche pas d'exister et d'être ce que nous sommes nous-mêmes. Ce qu'il faut, c'est éviter les erreurs à la Quant, où on avait essayé Mmh. de concurrencer Google avec Oui, des rapports et une qualité technique qui était de l'ordre de 1 à 1000. oui. Oui, c'est un peu aussi ce qu'on a essayé de faire avec la visioconférence, si j'ai bien compris. Et certains acteurs du domaine soulignent des failles techniques et de cybersécurité assez importantes sur des socles open source plus ou moins bien compris. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que il faut effectivement être le plus souverain possible.
Mais faut pas oublier le fait de la situation dans laquelle nous sommes. On est en train de vivre une, deux ou plusieurs, enfin des révolutions industrielles qui sont très puissantes. Et ce qui s'est passé, c'est que ces révolutions industrielles ont abouti à la création de pas d'oligopole, mais de quasi-monopole, de positions extrêmement dominantes d'un certain nombre d'acteurs, comme les GAFAM, qui est en train Mmh. de se reproduire autour de quelques acteurs avec autour de l'IA, mais la messe n'est pas encore dite pour l'IA. Et puis, l'autre point qui est positif, c'est que on a, avec Mistral, des structures qui ne rejoindra peut-être jamais la taille d'OpenAI ou d'Anthropic, mais qui peut être une alternative tout à fait crédible et tout à fait solide. Non, c'est-à-dire que le meilleur moyen pour perdre une bataille, c'est de dire que elle est perdue. Oui. L'exemple que j'aime bien, c'est le maréchal de Mac-Mahon, premier président de la République française, si je me souviens bien, qui, après, pendant la guerre de 70, avait battu en retraite pendant plusieurs jours avant de s'apercevoir qu'il n'était pas poursuivi. Donc, Ouais. on peut fonctionner en sens inverse et dire que quand il y a quelque chose à faire, il faut le faire tout de suite, ici et maintenant, et que ensuite on pourra rebondir sur d'autres choses. OK. Je comprends que, comme le dit Marie-Laure Denis, l'État a une responsabilité particulière à l'égard des Français, hein, je cite. Mais bon, on se pose la question, je suis pas encore bien sûr d'avoir bien compris qui était l'État. Enfin, Alors là, on tombe sur d'autres sujets qui sont plus, qui vont au-delà du numérique. C'est que l'État a été découpé en agences. L'ANTS, c'est un établissement public. C'est pas directement le ouais. ministère de l'Intérieur. Et des choses de ce type-là, on l'a fait dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de domaines d'activité. Et là, il y a eu des rapports parlementaires, en particulier du côté du Sénat, qui insistaient assez fortement sur le fait que ce découpage de l'État nuisait à la visibilité, à la clarté de l'action publique. Ouais. Donc ça, c'est des sujets tout à fait importants, mais qui vont au-delà. Et ça permet de faire le lien avec la question. Les défaillances de la NTS mis en regard avec ce qui est dit par Marie-Laure Denis sur la responsabilité de l'État vis-à-vis des citoyens, ça repose aussi un certain nombre d'autres questions sur l'organisation, éventuellement sur le recrutement des dirigeants Mmh. ou des responsables, des hauts responsables de l'État, et il y a des mesures techniques qui sont nécessaires, mais qu'il y a aussi une prise de conscience et sans doute un mode de fonctionnement à OK. changer. Donc comme tu le dis toi-même dans ton communiqué, l'État numérique doit établir la confiance par la preuve, donc on jugera aux actes par la Oui. suite. À mon avis, ça va pas se simplifier, notamment avec les cyberattaques, avec l'IA, ça risque de monter un peu en compétences. Alors il faut que ça monte en compétences, mais c'est des sujets sur lesquels on travaille dans la société qui ne fait pas que du conseil, mais qui a une grosse activité de R&D. Ce qu'il faut, c'est que l'on mette en place des mécanismes qui soient probants par eux-mêmes et qui permettent de justifier de manière la plus objective possible que telle et telle règle sont respectées. Donc ça, c'est des choses que je pourrais te raconter un autre jour, parce que c'est absolument passionnant, mais Ouais, ça prend pas on mal de temps. jugera en tout cas aux actes. Et puis peut-être le mot de la fin, si tu devais adresser un message direct aux décideurs qui nous écoutent, qui nous lisent, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Leur dire qu'ils sont autant attendus sur le bon usage du numérique et la protection des données détenues légitimement par les organismes d'État que dans leur domaine habituel de responsabilité. C'est-à-dire que c'est une nouvelle dimension que l'ensemble des acteurs de l'État doit intégrer, et pas de manière superficielle.
et que actuellement, si ça montre quelque chose, c'est que l'État a des problèmes de fin de mois, mais bon, ça, c'est pas un scoop. Mais deuxièmement, que les enjeux de protection des données ne sont pas placés au, Eh au ben, bon niveau. espérons que on mette ça justement au bon niveau de priorité et on jugera, comme tu le dis, aux actes et aux preuves. Merci, Paul-Olivier, et à bientôt pour un point sur ce sujet. Allez, à bientôt, Yann. Merci, bonne journée.